Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter les résultats assez rapidement des prospections archéologiques qu'on effectue dans le Sancy au niveau de la vallée des Couzes depuis 2024. Je vais vous présenter justement une sorte de récit très court de l'évolution de l'exploitation et de l'occupation du territoire depuis au moins l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Et vous allez voir qu'on parle plus seulement d'occupation, mais vraiment d'exploitation. C'est le cas de le dire. Et puisqu'on est passé d'un territoire qu'on connaissait assez peu, finalement, où il y avait assez peu de sites, à un territoire massivement occupé et massivement exploité, en particulier au Moyen-Âge. Donc la vallée des Couzes, ce petit rond rouge que vous voyez là, c'est situé à une trentaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand. La vallée des Couzes, on sait, les Couzes, ce sont plusieurs petites rivières et qui vont serpenter sur à peu près 30 km jusqu'à l'Allier, d'est en ouest. Le territoire, c'est un territoire montagneux, donc finalement et volcanique, donc très complexe. C'est très complexe en termes de géologie. Donc il y a c'est une alternance de pierres, de roches dures et de roches tendres on trouve plusieurs carrières. Enfin, c'est un territoire qui est vraiment très complexe au niveau géologie, et c'est un territoire qui est complexe au niveau topographie aussi. C'est-à-dire qu'on a les vallées, des versants, de très grands plateaux très hauts, et la moyenne montagne. Et c'est particulièrement important de comprendre ça dès le début, en fait, d'explorer cette condition-là, puisque vous allez voir qu'au fur et à mesure des époques, il y a des occupations qui sont faites sur certaines parties et pas d'autres, et inversement, à partir du Moyen-Âge, on occupe toutes les parties du territoire. Et au-delà de simplement occuper, on exploite. Voilà, alors je suis désolé, cette carte n'est malheureusement pas à jour. On n'a pas les résultats de la dernière année de prospection dessus. J'ai pas eu le temps de mettre les sites. Mais vous voyez tous les sites qu'on a finalement simplement sur les portions, sur les territoires de 3 communes, entre Chambon-sur-Lac et Saint-Nectaire. Donc une profusion de sites d'à peu près toutes les époques. Et il y en a encore qui sortent au Lidar grâce à Saint-Bruno. Donc c'est un territoire qui est densément occupé depuis au moins le néolithique. Sachant que vous allez voir justement qu'au début, à la protohistoire, les sites se concentrent majoritairement sur les plateaux, même si on a du mal à les définir. On les connaît par la céramique, mais on a du mal à comprendre quelle forme ils avaient. La trouvaille de 2024 principale, c'est probablement une maison néolithique de 50 mètres de long sur le plateau de Bonne-le-Froid, qui est un type d'édifice assez connu dans le Massif central. Enfin, on en a trouvé quelques-uns proches de Clermont et dans l'Allier aussi, qui a été confirmé par un peu de mobilier en 2025. Donc ça, c'est une très grande nouvelle. Donc la vallée est déjà assez occupée dès le Néo, de manière statique. Bon, je passe directement à l'Antiquité. À partir de l'Antiquité, on a la première occupation finalement à grande échelle, où on a plusieurs villas romaines qui s'installent sur les parties les plus plates du territoire, c'est-à-dire dans le fond des vallées et sur les plateaux, et qui l'exploitent. Avec la présence d'un assez grand sanctuaire sur le plateau de Raja, hein, qui était connu, comment dirais-je, dès le... pardon. Alors, je vais peut-être un peu vite. Alors, qui était connu dès les années 60, qui était fouillé par un archéologue qui s'appelait Verdier dans les années 60, qui a pensé que c'était un petit phénomène campagnard et qui finalement, probablement, est beaucoup plus important. Voilà, vous avez quelques photos ici, quelques vues par drone de villas, hein, de restes de villas qu'on a trouvées. Alors, ce n'est pas des petites villas. Hein. Alors, je ne sais pas si on voit le... Merde. Non. Bon, alors, celle du bas, la villa de Sarvier, vous voyez de côté, le premier carré de côté, c'est 50 mètres. Donc, c'est assez grand quand même. Donc, c'est des villas qui s'installent vraiment sur les parties plates du territoire, y compris à la limite de la moyenne montagne, donc assez haut quand même. Et vraiment, on a une concentration assez cinglée, puisque rien que par drone, sans le lidar, j'en ai trouvé au moins 5 sur le territoire de Murol et de Saint-Nectaire. Donc c'est quand même relativement important. Enfin, c'est très concentré, quoi. Ça montre ça. À partir du Moyen-Âge, on a un renouvellement total de l'occupation, c'est-à-dire que tous les sites connus auparavant sont abandonnés et on a comment dirais-je, un déplacement total du peuplement.
Alors les nouvelles, comment dire, le nouveau pouvoir politique s'installe sur des promontoires visibles au centre des vallées, hein. Vous avez là le château de Murol et la motte de Varennes, par exemple. On a des villages qui s'installent sur les versants des montagnes. Et ça, c'est particulièrement intéressant, puisque bon, jusque-là, les versants avaient été totalement délaissés. Et là, on a des villages qui s'installent dessus, et qui s'installent parfois dans des espaces relativement instables. Vous avez un exemple ici, le site de Boissière, hein, qui est un grand village qui s'est installé sur les pentes du plateau de Raja, sur la commune de Saint-Nectaire, et on a des évidences de glissement de terrain pendant l'occupation. Et les mecs, ils ont quand même reconstruit des maisons par-dessus le glissement de terrain. Donc oui, ils étaient motivés, quoi. Vraiment. Ces villages comprennent parfois une partie castrale ou seigneuriale, hein, parfois troglodyte, comme ici. Et en dehors de ces villages-là, finalement, les prospections montrent clairement que toute la montagne est exploitée. Je n'ai pas mis là, mais j'ai des images LIDAR finalement de tous les versants. On voit clairement que même s'il n'y a pas de village, tous ces versants-là sont systématiquement terrassés. Et ces terrasses ne sont pas, on peut penser que ces terrasses peut-être sont modernes pour le vin, etc. Mais ce n'est pas la seule explication, puisque contrairement aux montagnes noires ou d'autres choses comme ça, ici, il n'y a pas qu'un seul type de terrasse. Il y a des maçonneries différentes, des tailles différentes et des inclinaisons différentes. De plus, partout où on prospecte, en particulier sur les plateaux, on voit que tous les plateaux sont systématiquement drainés. Donc on sait que la montagne était très humide, encore plus humide à l'époque, hein, puisqu'il y avait des sources jaillissantes déjà sur les plateaux même. Mais la réalisation de l'opération est gigantesque, quoi. Si vous allez sur le plateau de Bonne-le-Froid, par exemple, où j'ai montré le site tout à l'heure, l'intégralité du plateau est drainée, quoi. Là, je vous ai mis une petite photo, c'est un drain, parce que le drain est très clair. C'est sur un autre plateau, mais il faut imaginer que le drain, on peut le suivre du plateau à plus de 1000 mètres jusque dans la vallée, quoi. Donc c'est quand même des opérations assez colossales. Donc une autre chose pour vous montrer finalement que le territoire est exploité dans sa totalité, finalement c'est un indice de ça aussi, et de l'économie. C'est le troglodytisme dans la région. Parce qu'il y a beaucoup de troglodytisme, c'est un troglodytisme probablement ici méthodologique. C'est-à-dire on l'utilise encore aujourd'hui à Bonne-le-Froid pour faire du fromage, du Saint-Nectaire, et le Saint-Nectaire n'est pas vraiment possible sans troglodytisme. C'est-à-dire parce qu'il y a un champignon spécial qui se développe sur les fromages, bon, je passe tout ça. Mais il y a le troglodytisme ailleurs dans la région, mais, comment dirais-je, le troglodytisme dans la vallée, dans cette portion de vallée-là, de par la forme de ces caves, est peut-être justement réservé aux caves à fromage, quoi. Donc on a déjà en plus un indicatif potentiel d'une partie de l'économie. Sachant que partout, sur tous les plateaux, en connexion, j'ai une grotte. Les mecs, ils n'ont pas tapé simplement là où il y avait des roches faciles à taper, ils ont tapé là où il y avait des roches friables, tapables, mais en bordure de plateau, systématiquement. Donc il y a un lien direct. La nouveauté aussi de cette année, c'est qu'on savait déjà qu'au moins dès la fin du Moyen-Âge, il y avait une exploitation de la montagne à travers l'estive, justement avec toutes ces cabanes. Ce que vous voyez là, en fait, sont des vestiges de cabanes de bergers, ce qu'on appelle les burons, les tras. C'est des lignes, ça fonctionne par ligne, hein, avec plusieurs petites cellules et des entrées, hein, où les mecs, ils allaient là, à partir en général d'avril, ils montaient à la montagne avec les vaches, ils descendraient au mois de septembre. On pensait que, on savait que ça datait au moins de la fin du Moyen-Âge, mais on n'avait pas vraiment les preuves, on avait la sensation que ça débutait peut-être plus anciennement, on n'en avait pas la preuve. Cette année, on a permis de trouver ça. Là, je vous en ai mis une seule image, mais on a au moins une dizaine de sites comme ça. On a des petits ensembles de fonds de cabanes, en tout cas semi-excavés, à côté des grandes zones de tras, des grandes zones d'estive, et qui sont beaucoup plus désordonnées, beaucoup plus restreints aussi. Donc ça pourrait être totalement possible que ce soit dans des cabanes de berger, des tras, mais primitifs. Bon, la seule manière, c'est de fouiller. On n'a pas trouvé de mobilier malheureusement à ces endroits-là, hein. C'est que de la prairie, donc c'est pas retourné. On n'aura probablement jamais de mobilier sans fouiller. Mais c'est déjà une bonne nouvelle, quoi. Mais en tout cas, déjà, que ce soit à partir du LIDAR
ou à partir des photogrammétries, des prospections, tout est complémentaire, je dirais. On passe d'une région qui était finalement, dont on savait déjà qu'elle était riche, à une région extraordinairement riche au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule partie du terrain qui n'est pas exploitée. Que ce soit les plateaux, les versants, la vallée, c'est un système, simplement. Une autre preuve, justement, la dernière preuve que je vous présente ici, qui est finalement qui montre encore plus la richesse de ce territoire-là, qui rejoint aussi Dominique quand il parlait des églises, etc. C'est une vallée sous protection. En fait, plus on prospecte, plus à chaque fois sur tous les points de passage, c'est-à-dire l'école, les routes, enfin la vallée, etc., on trouve systématiquement une petite forteresse. Et une petite forteresse, pas un château, hein, vraiment une tour, quoi. Vestige d'une tour. Vous avez là au col de la Croix Saint-Robert et au Puy des Règnes, en fait, en surveillance de la route, hein, qui passe en dessous. Systématiquement, on a soit une petite tour qui est adjointe parfois d'un petit hameau, parfois non, mais systématiquement, sur toutes les voies de passage, à côté des zones d'estive, on a systématiquement une forteresse, quoi. Et maintenant qu'on sait, on sait où elle est trouvée, en fait, en général, on les trouve assez facilement. Donc voilà, en conclusion, je dirais simplement qu'on passe d'un territoire finalement qui était peu étudié à un territoire dont la richesse est énorme, et jusqu'à la période moderne, puisque à la période moderne, on sait, enfin Dominique Alliot a trouvé de la documentation qui montre qu'on est allé, par exemple pour Chambon-sur-Lac, jusqu'à quasiment 15 000 bovins, rien que pour la petite ville de Chambon-sur-Lac. Ça vous donne une idée du nombre, de la largeur des troupeaux qu'il y a eu dans cette montagne, quoi. Gigantesque. Merci. Votre attention.